Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'émission du Libre Journal des idées politiques. Aujourd'hui, 3 parties dans notre émission. Dans un premier temps, nous recevrons Alexandre Delval, auteur du Complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan. Ensuite, nous recevrons François Billot de Lochner pour son ouvrage consacré au municipal 2014, 18 propositions à quelques jours des élections municipales. Il nous a paru judicieux de voir un peu plus clair sur les thèmes qui pourront être décisifs dans notre choix de vote. Et en troisième partie, nous recevrons un jeune auteur, Jean-Yves Dufour, auteur d'un ouvrage sur la tradition, résistance et tradition. Pour ces entretiens avec nos invités, je suis épaulé par Marie Delanger. Marie, bonjour. Bonjour Max. Et également Isole Flamand. Isole, bonjour. Bonjour Max. Alors donc dans la première partie, nous recevons Alexandre Delval qui va nous consacrer une bonne moitié d'émission et qui intervient pour la première fois à l'antenne sur cet ouvrage. C'est la première apparition publique radiophonique, donc c'est une exclusivité Radio Courtoisie. Nous avons le privilège de recevoir Alexandre Delval pour son nouvel ouvrage. Dans Nihilisme et politique, le philosophe Léo Strauss l'affirmait sans détour. La crise de l'Occident consiste dans le fait qu'il a perdu confiance dans son dessein. Cette perte de confiance est le premier obstacle au redressement de notre pays et plus largement au redressement de l'ensemble du monde occidental. Pour un peuple comme pour un individu, penser le futur, se projeter, définir ses ambitions, impose de se connaître, de s'apprécier, de s'aimer, non de manière égocentrique, mais avec sérénité. C'est cet amour, cette fierté de notre pays, de notre héritage, de notre peuple, de notre civilisation, dont nous sommes privés aujourd'hui. Il nous est interdit de célébrer, de toucher à notre identité, comme on interdit de toucher un fruit défendu sous peine de subir les foudres du Dieu politiquement correct. Ce Dieu qui nous impose d'aimer l'autre, mais pas les nôtres, de vénérer les couleurs et les cultures dans leur diversité, à l'exclusion, là encore, de la nôtre. Alors d'où vient cette peur, cette interdiction de nous aimer en tant que peuple de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne, pour reprendre la célèbre définition du général de Gaulle? D'où vient et comment se manifeste ce complexe occidental? Peut-on en sortir et comment? C'est précisément les réponses à ces questions que nous propose Alexandre Delval dans son nouvel ouvrage paru aux éditions du Toucan. Au passage, une maison d'édition qui enchaîne les publications de qualité. C'est à noter. Alors, le titre de l'ouvrage d'Alexandre Delval, Le complexe occidental, et le sous-titre, très instructif, Petit traité de déculpabilisation. Alexandre Delval, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir entrepris ce travail salvateur pour notre peuple. En effet, dans votre ouvrage, vous faites un constat, vous identifiez le mal, le virus de la haine de soi collective qui nous a été inoculé, avant de faire des propositions, avant de proposer donc des solutions pour nous aider à nous en débarrasser. Vous nous proposez une véritable thérapie de réarmement moral, pour reprendre vos termes. Oui. Vous êtes essayiste, mais vous êtes également et avant tout peut-être géopolitologue. Et d'ailleurs, dans la troisième partie de votre ouvrage, on retrouve une invitation à une géopolitique de la déculpabilisation. Oui. Alors, commençons par peut-être circonscrire un peu notre champ d'étude. On parle du complexe occidental, mais le mot d'Occident a une connotation en géopolitique qui n'est pas innocente, qui n'est pas anodine. Peut-être vous pourriez nous aider à y voir plus clair, Alexandre Delval. Bien sûr, oui. D'ailleurs, je commence le livre ainsi. Il faut toujours définir les termes. C'est notre méthode géopolitique. Qu'est-ce que l'Occident? Hélas, il y a sur les deux définitions de l'Occident qui, à mon avis, existent en géopolitique, la première domine. Et la première définition de l'Occident aujourd'hui, c'est l'ensemble des pays d'économie de marché qui sont proches ou membres de l'OTAN et alliés des États-Unis. Et qui sont d'accord avec toute une série de valeurs qui sont essentiellement abstraites, universelles, fondées sur les droits de l'homme, le respect de l'individu et des minorités, et le refus de toutes sortes de nationalisme, et même la remise en question de plus en plus, depuis les années 90, la remise en question du concept même de souveraineté. Ce qui s'oppose totalement à l'essentiel des valeurs du reste du monde. Et cet Occident se confond de plus en plus avec l'universalisme, voire le mondialisme. Et donc il est prisonnier de son propre, ce que j'appelle la perversion des valeurs universelles. C'est noble d'être universel. Le christianisme, c'est l'universel. Mais l'universalisme, qui est un système
je dirais, qui a perverti la noble universalité, pousse l'Occident à nier sa propre identité, puisqu'il se confond lui-même avec un projet foncièrement universel. Cette définition de l'Occident, donc otanesque, universaliste et droit de l'homiste, aujourd'hui est en guerre totale avec la définition concrète, identitaire, historique de l'Occident, qui, elle, est gréco-latine et judéo-chrétienne, comme le disaient pourtant de grands philosophes adeptes de l'universel, comme Lévinas. Vous voyez bien que ce n'est pas forcément remettre en question toutes les valeurs universelles de l'Occident qui m'anime. C'est dénoncer une dérive qui date d'une période assez récente, une dérive de l'universel vers l'universalisme et vers un projet utopique mondialiste que j'appelle le cosmopolitiquement correct dans mon livre, et qui chasse et qui traque toute forme d'attachement à des valeurs, des identités. Ce que aussi le philosophe Ferry appelle la déconstruction des valeurs et des hiérarchies dans la plupart de ses livres. Et pourtant, c'est un philosophe libéral, qui n'est pas du tout un traditionnaliste identitaire ou quoi que ce soit. Donc c'est un véritable débat, d'ailleurs, auquel souscrit également des auteurs comme Finkielkraut. Je pense que c'est un débat très 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 actuel, et il convient de le mener, puisque aujourd'hui, le pire ennemi de l'Occident, eh bien, c'est lui-même. Cette volonté de nier ses propres racines pour exporter un projet utopique, universel, à bien des égards dangereux, parce qu'il ne fascine pas les autres nations, il risque surtout de détruire l'Occident. Ce débat, à mon avis, est crucial, et il n'est pas uniquement psychologico-philosophique, il est géopolitique. C'est ce que nous allons analyser au cours de cette émission avec vous, dans les moindres détails. Alors après cette définition, rentrons un peu sur le constat que les auditeurs vont sans doute partager, mais le constat, il est très fin dans votre ouvrage, très riche, très complet. Ça commence tout d'abord par ce phénomène de dépression collective, oui, qu'on observe en France, mais pas seulement en France, en Europe. Oui. Est-ce que même en Italie, pays que je connais bien, qui est un peu mon second pays d'origine, la dépression est visible, mais à tous les niveaux. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'était l'objet de ma question. C'est est-ce qu'on le retrouve donc à tous les niveaux, au niveau européen, dans tous les pays européens, ou plus largement dans tous les pays occidentaux, avec la deuxième définition que vous avez donnée d'Occident. Est-ce que on le retrouve même pas plus largement dans tous les pays riches? Est-ce que c'est un syndrome du pays riche qu'on pourrait retrouver par exemple au Japon? Pas forcément, justement. J'étais au Qatar récemment, j'ai été dans plusieurs pays d'Asie qui sont très riches, je suis passé par Singapour, et j'observe ce qui se passe également au Japon ou dans l'Est de la Chine, la partie riche. On ne trouve pas cette dépression. Cette dépression est propre aux peuples de l'Europe de l'Ouest, mais aussi les pays d'Europe de l'Est qui ont été traumatisés psychologiquement, parce que le communisme est un véritable facteur de traumatisme. On l'observe dans l'Europe de l'Ouest, qui est prisonnière de la négation de ses valeurs et de son identité, et on l'observe dans l'Europe de l'Est, qui était traumatisée très profondément par le communisme, qui a également détruit toute colonne vertébrale. Sauf que dans l'Europe de l'Est, il n'y a pas ce qui va chez nous avec la dépression, la culpabilisation. Nous, c'est dépression plus culpabilisation. L'Europe de l'Est, c'est dépression tout court, mais avec une absence totale de culpabilisation. C'est-à-dire, l'identité est tout à fait aller en Hongrie. Vous savez que la Hongrie a été mise au banc des nations parce qu'il y a un projet beaucoup plus identitaire chez les hommes politiques hongrois, et qu'on retrouve dans tous les pays de l'Est, même Ukraine. Regardez les nationalistes ukrainiens anti-russes, ils font pas dans la dentelle, et c'est pas des mondialistes, hein, ils sont ultra-nationalistes. Dans toute l'Europe de l'Est, on est déprimé, mais déculpabilisé, parce que le communisme a quand même comme conséquence la déculpabilisation totale, puisqu'elle enlève toute morale. Tandis que nous, on a gardé du judéo-christianisme qu'un judéo-christianisme inversé, c'est-à-dire un ethnomagochisme, un christianisme qui n'a gardé comme trace de chrétienté qu'une propension à systématiquement s'auto-flageller, s'auto-critiquer et faire pardonner des péchés par une sorte d'expiation suicidaire. Et c'est ça que j'analyse dans le début de mon livre. Ce christianisme inversé, parce que c'est pas le christianisme qui est en cause, c'est une mauvaise compréhension du christianisme qui, n'étant plus pratiqué, n'est plus expliqué. Et les ennemis du christianisme, dans toute stratégie de subversion, vous savez, on retourne contre soi ses propres valeurs. Les ennemis de l'Occident ont retourné contre les chrétiens leur propre propension à être dans une démarche de culpabilité, de reconnaissance de ses fautes. C'est ce que j'appelle aussi la perversion de la culpabilité en culpabilisation. Donc nous sommes dépressifs et culpabilisés, donc nous sommes malades. C'est une véritable pathologie collective que même Durkheim reconnaissait. Les grands sociologues constataient les phénomènes de suicide individuel et collectif. Oui, il n'y a pas que le suicide physique, mais il y a la construction des éléments aux alentours qui entraînent un suicide. D'ailleurs, je cite Durkheim dans le début du livre, il dit que le suicide, c'est toute action qui objectivement conduit
à soi-même entraîner sa disparition ou son affaiblissement de manière grave. Et je reprends la phrase exacte, c'est pas exactement celle-là, mais c'est similaire. Et en fait, donc ça peut être aussi des actions objectives, pas forcément avouées ou pensées comme telles. L'Occident aujourd'hui, de l'Ouest, agit exactement comme un dépressif en phase terminale. Vous savez, on a beaucoup étudié les dépressifs et on se rend compte que beaucoup de dépressifs vont mieux au moment où ils décident leur disparition. Quand ils décident qu'ils vont se suicider, on observe très souvent l'entourage du dépressif. C'est bizarre, il va mieux depuis quelques jours. Et la maman qui observe, qui est interrogée par des psychologues, quelques temps plus tard, dit « Je ne comprends pas, il s'est suicidé alors qu'il allait mieux depuis quelques semaines. » Parce que quand on décide de se suicider, et que depuis des années, on a intériorisé une haine de soi, on est en cohérence. Donc on va mieux. Finalement, là. on va Nos mieux pays parce vont que mieux. Si je suis quelque chose d'horrible, si j'apprends depuis ma naissance, en tant qu'individu, en tant que nation, que je suis la monstruosité incarnée, au moment où je décide de disparaître, je suis en cohérence. Je vais mettre fin à quelque chose qui est une anomalie. Tant que je vis et que je suis manipulé, qu'on me lave le cerveau en m'enseignant la haine de moi, je suis dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive en psychologie sociale. On appelle la dissonance cognitive un décalage entre une réalité et une autre, une représentation, une réalité. Tant que je vis, je suis en contradiction avec le fait que je me déteste. Au moment où je décide de mourir, ou alors j'entreprends, comme dit Durkheim, des actes objectifs qui pourraient conduire à mon suicide, je suis en cohérence. Et l'Occident aujourd'hui est très cohérent, puisqu'il a intégré qu'il est mauvais, il est coupable de tout. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, les croisades, la colonisation, l'impérialisme, le capitalisme, même le développement de l'Afrique, on nous le reproche. Il aurait fallu laisser tous ces peuples peut-être qu'on n'aurait pas eu tort d'ailleurs dans l'état dans lequel on les a trouvés. On culpabilise absolument sur tout. Notre passé est un immense festival d'horreur et de persécution. L'Église catholique est monstrueuse, pédophile et en même temps croisée, et en même temps perverse, et en même temps capitaliste. Et puis il y a même des trafics dans les banques, on parle de ça en ce moment. À la Banque du Vatican, etc. En fait, tout notre passé et tout ce qui a composé cet Occident judéo-chrétien gréco-latin est horrible. À tel point, et je conclus cette petite phrase, à l'Union européenne, on a maintenant, depuis quelque temps, supprimé les références à Thucydide et à Périclès parce que la démocratie grecque serait politiquement incorrecte, elle aurait été trop identitaire, fondée sur le peuple souverain, et elle aurait exclu à l'époque les étrangers et les femmes. Vous voyez, on en est même à faire de l'épuration sémantique et à éliminer de notre identité les fondateurs même de la notion de démocratie. Les Grecs. C'est pas uniquement le christianisme. On est en train de supprimer au niveau de l'Union européenne toute référence à un passé européen, concret, identitaire, enraciné. Au profit du projet de Habermas, qui est le philosophe officiel de l'Union européenne, comme vous le savez, Jürgen Habermas, de l'école post-marxiste de Francfort, qui lui a créé l'idée de patriotisme constitutionnel juridique. La seule forme de patrie dont doit se prévaloir l'Europe serait un déracinement total au profit d'une normativité. La normativité tout à fait germanique va remplacer toute forme d'identité. Et c'est ce que Marie-France Garot dénonce lorsqu'elle dit « L'Europe est devenue un empire normatif abstrait ». C'est un empire, effectivement, parce qu'il n'arrête pas de s'étendre au détriment de ses voisins, ce qui irrite beaucoup la Russie. Mais en plus, il n'est pas animé d'une identité, il est animé d'un projet à la fois universaliste et complètement déracinant, fondé sur le droit au détriment de toute identité. Alors ce négationnisme identitaire, vous le développez dans votre ouvrage. On l'avait vu à l'occasion du traité constitutionnel de 2005, le débat autour des racines chrétiennes de l'Europe. On a nié ces racines chrétiennes. La disparition des fêtes chrétiennes dans l'agenda européen, vous vous rappelez? Toutes les fêtes de toutes les religions, cultures étaient présentes, mais pas les fêtes chrétiennes. Subventionnées par une association en plus chrétienne. Ouais. Une association chrétienne avait été chargée d'élaborer cet agenda européen, et c'est un démocrate chrétien qui avait décidé de mentionner toutes les fêtes, sauf les fêtes chrétiennes, dans un souci, là aussi, d'universalisme, de respect de l'autre. Donc vous voyez, c'est pas toujours les antichrétiens les responsables, c'est les chrétiens culpabilisés. Vous donnez aussi cette phrase de François Eval, qui était l'ancien assistant de Michel Foucault au Collège de France. L'Europe, je cite, l'Europe n'existe pas. Ce qui explique que son avenir ne doit en aucun cas être solidaire d'une histoire, quelle qu'elle soit.
Oui, et cet homme d'ailleurs a été une référence de la Fondation pour l'innovation politique, qui était un think tank de l'UMP. Vous voyez, il y a quand même du travail, il y a beaucoup de travail à effectuer, et on comprend mieux la difficulté qu'a eu l'ex-président Sarkozy à imposer ses idées de refus de la repentance et de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe dans son propre camp. Il était assez isolé finalement. Ça, il rappelait souvent, même si c'est que des mots, mais il rappelait souvent l'Europe, les racines, 2000 ans de christianisme, etc. Dans son propre camp, il y a beaucoup de gens qui pensent comme Monsieur Ewald que non, on n'a aucune identité, ni spirituelle, ni concrète, ni linguistique, et De Gaulle est un fasciste, puisque sa définition inclut, vous savez que vous avez dit au début de l'émission, quand De Gaulle reconnaissait qu'on est un peuple européen, judéo-chrétien, de race blanche, c'est quelque chose de totalement politiquement incorrect, et aujourd'hui, ce genre de propos est suspect de réductio ad Hitlerum, comme disait Léo Strauss, avec qui vous avez commencé. Oui, alors donc ça c'est pour le constat, mais je voulais revenir sur la cause, le constat que vous aviez effectué, enfin de la distinction entre Est et Ouest. Oui. Les pays de l'Est sont dépressifs, les pays de l'Est sont dépressifs et culpabilisés. Oui, comment on explique qu'on soit plus avancé dans ce processus? Est-ce que vous avez travaillé sur cette question dans l'ouvrage? Parce que le marxisme athée a moins profondément éradiqué la pensée chrétienne dans l'Europe de l'Ouest, qui est restée très vivace, mais ce n'est plus une pensée chrétienne que l'on pratique à la messe et par des dogmes vraiment chrétiens expliqués par les pères de l'Église. C'est une pensée chrétienne sécularisée, qui n'a gardé de chrétien que l'inversion des valeurs du christianisme. C'est-à-dire un christianisme perverti, un christianisme athée, humaniste, qui a gardé un certain nombre d'aspects qui paraissent chrétiens, tel un virus qui ressemble souvent à l'organisme et qui a une enveloppe amie, mais en fait c'est quelque chose qui détruit la civilisation chrétienne au nom de valeurs qui sont extrêmement, qui ressemblent énormément, en tout cas qui sont considérées comme chrétiennes. Un philosophe me disait récemment, pourquoi les gens ne vont plus à la messe? C'est logique, ils n'ont plus besoin d'aller à la messe puisque l'Occident sécularisé, universaliste, a sécularisé toutes ces valeurs chrétiennes qui imprègnent fondamentalement notre société. Regardez, aujourd'hui un jeune, il tend encore plus la joue gauche que son grand-père qui allait à la messe ou sa grand-mère qui allait à la messe. Sans le savoir, ils ont des valeurs chrétiennes inversées. Je dis bien inversées parce que c'est pas le christianisme qui est en cause. C'est l'inversion des valeurs du christianisme. Mais l'inversion reste le même champ que la chose. C'est juste la chose inversée. C'est comme le négatif et la photo. Où sont les et comme l'Europe de l'Est a été complètement décérébrée et on a diabolisé le christianisme, on l'a même éradiqué, il n'y a pas il n'y a pas eu d'inversion des valeurs du christianisme, en tout cas dans sa dimension humaniste, tolérante, puisque on était dans un système totalitaire, fondé sur l'absence totale de scrupules, de morale, et donc c'est pour ça qu'en Europe de l'Est, on a des gens déprimés, mais qui n'ont pas la culpabilisation dans l'Europe de l'Ouest. Il y a une autre raison, les pays communistes ont vaincu le nazisme, ou en tout cas prétendent l'avoir vaincu. Et c'est vrai pour les Russes quand même qu'ils ont contribué à la victoire, peut-être encore plus que les Américains. Donc ils n'ont pas la culpabilisation liée à la réduction ad Hitlerum dont parle Léo Strauss, puisqu'ils ont l'impression d'avoir vaincu les fascistes et les nazis. D'ailleurs, les Russes parlent tout le temps des nazis quand ils parlent de leurs ennemis. Les Ukrainiens sont des nazis, les Occidentaux sont des nazis, parce que toute la mentalité de l'Europe de l'Est qui fut sous le joug marxiste se sent foncièrement vainqueur du nazisme. Tandis que nous, c'est pour ça que les pays latins culpabilisent plus que les pays anglo-saxons. Les pays latins qui ont plus collaboré avec les nazis que les anglo-saxons sont les plus culpabilisés. Vous allez en Amérique, il n'y a pas beaucoup de culpabilisation. En Angleterre, pas énormément. Regardez le drapeau anglais, il est sur l'ordinateur ou le sac de beaucoup de mes élèves. Ça fait bien d'avoir un drapeau anglais. Mais oser avoir un drapeau français ou un drapeau belge ou un drapeau italien, c'est très 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 mal vu en Europe. Parce que les pays qui sont latins, judéo-chrétiens culpabilisés, mais en plus qui faisaient partie de ceux qui étaient membres des forces de l'Axe, comme l'Allemagne ou les Latins, ou qui ont collaboré, sont beaucoup plus forcément culpabilisés parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient responsables éternellement, génétiquement, de manière transgénérationnelle, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on peut pas dire à un Russe, vous êtes responsable du nazisme. Ils ont perdu des millions d'hommes face au nazisme. C'est pour ça aussi que nous sommes beaucoup plus culpabilisés. Mais moi, je soutiens que nous n'avons absolument aucune responsabilité vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, vous, tant qu'on n'est pas quelqu'un qui n'est pas ouvertement et subjectivement et volontairement pro-nazi et qui n'est pas nostalgique du Troisième Reich, comment peut-il être jugé responsable de quelque chose qu'il n'a pas commis et qui ne fait pas partie de ses valeurs? Vous rejetez la responsabilité collective, en fait. Mais totalement. La responsabilité collective, c'est ce que pratiquaient mes ancêtres siciliens dans le cadre des vengeances transgénérationnelles. Quand on punit quelqu'un pour ce qui s'est passé il y a 7 générations, comme en Calabre encore aujourd'hui, ou en Albanie, ça c'est la responsabilité collective. On va punir quelqu'un, une femme, un enfant ou un groupe, parce que des gens 3 siècles plus tôt, ou il y a un siècle, il y a encore des gens qui se battent en Calabre et qui tuent d'autres parce que il y a un siècle, il y avait des querelles entre 2 familles. C'est ça la responsabilité collective.
c'est punir quelqu'un pour le fait commis par d'autres. Et en quoi tous les hommes blancs, par exemple, seraient responsables de l'esclavage? Mais c'est quelque chose de complètement absurde. Quand on sait que beaucoup d'hommes blancs furent mis en esclavage par notamment l'Empire arabe et les pirates barbaresques et les Turcs ottomans. Même mes ancêtres, d'ailleurs en Sicile, ou alors en sud de l'Espagne et en Corse, et même à Fréjus et à Marseille, étaient constamment radiés par des pirates qui prenaient en otage des Blancs, et il y avait un centre de castration de Blancs et de Noirs, d'ailleurs, qui était basé en Andalousie, la fameuse Andalousie tolérante, c'était un centre de castration d'esclaves. Donc quand les Blancs disent « nous sommes tous esclavagistes, nous sommes coupables de l'esclavage », comme le voulait le dire Madame Taubira, et que en fait on se rend compte qu'avant les Noirs, c'était les Blancs qui étaient le plus grand contingent d'esclaves. On ne parle jamais des millions de Blancs qui, pendant des siècles, ont été mis en esclavage. Donc, en quoi les Blancs seraient tous des responsables de l'esclavage, alors qu'eux-mêmes furent aussi des victimes de l'esclavage, et tout le monde n'est pas de La Rochelle ou de Bordeaux. On ne vient pas tous des lieux où il y avait la traite des Blancs, des Noirs, à l'esclavage triangulaire. Quelqu'un qui vient de Sicile ou de Pologne ou de Russie ou de Norvège, il n'a absolument pas un passé d'esclavagisme. Donc cette idée de l'homme blanc qui serait responsable de l'esclavage, elle est complètement absurde, puisque beaucoup d'hommes blancs n'avaient absolument rien à voir avec cette période d'esclavage. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'invite aujourd'hui Alexandre Delval. Je reçois Alexandre Delval pour son ouvrage « Le complexe occidental », petit traité de déculpabilisation qui vient de sortir il y a quelques jours aux éditions du Toucan. Alors après avoir analysé un petit peu les modalités de cette dépression collective qu'on retrouve un peu partout en Occident à des degrés divers, vous s'attachez aussi à vaincre les mythes fondateurs du politiquement correct. Vous avez évoqué la question de l'esclavage blanc, l'esclavagisme blanc, mais aussi les croisades, le Moyen-Âge qui serait obscurantiste, le mythe de l'âge d'or de l'Espagne musulmane. Ah oui, très important. La dette occidentale envers la science arabe, oui. L'Église complice du nazisme, le mythe de la rédemption par la mondialisation heureuse, le mythe du bon étranger face aux mauvais autochtones, etc., etc. Tout ça est décrypté avec les arguments, les contre-arguments, pour y répondre. C'est ce qu'on appelle un recadrage de contexte en psychologie positive. Parce qu'en fait, moi, je crois pas du tout au freudisme, qui est l'archaïsme de la psychologie. Les Américains sont passés depuis très longtemps à beaucoup mieux. Il y a qu'en France, d'ailleurs, que le freudisme est resté le centre des études psychologiques. Dans la psychologie comportementale cognitive ou positive, on apprend que la culpabilisation, qui est une perversion de la noble reconnaissance d'une faute, est quelque chose qui vient d'un mauvais cadrage de contexte et d'une attribution erronée d'une responsabilité à celui qui ne l'est pas. Donc on propose en psychologie positive une revalorisation de soi par des mantras, par le fait d'apprendre que finalement on a aussi quelque chose de positif, mais aussi concrètement on étudie les sources, les traumas ou les représentations qui ont forgé une mentalité qui a intériorisé des idées de culpabilisation. Et dans ce recadrage de contexte, moi je montre que l'esclavagisme, je viens d'en parler un instant, je montre que l'esclavagisme, il a été encore plus longtemps pratiqué chez les arabo-musulmans, qui d'ailleurs ne l'ont jamais remis en question. En Europe, d'ailleurs, toutes les lois mémorielles sur l'esclavage, moi je ne comprends pas qu'on ne mentionne pas l'esclavage des Noirs et des Blancs par les empires arabo-musulmans. D'ailleurs, Tindian Dian, que je cite, qui est un grand auteur sénégalais, lui-même dit que c'est une injustice profonde, cette loi Taubira, qui ne fustige toujours que les mêmes. C'est toujours l'indignation à sens unique. Mais pour l'Andalousie ou la dette vis-à-vis des Arabes aussi, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Moi, ça ne me gêne pas de reconnaître qu'il y a eu des grands scientifiques arabes ou qu'il y a eu un empire arabe très intéressant à Bagdad, où il y a eu beaucoup de traductions. Ça ne me gêne pas de le reconnaître, c'est très bien. Sauf que la plupart des traducteurs, et je montre une liste à la fin de mon livre, aucun des grands traducteurs des grandes œuvres philosophiques et scientifiques qui ont été traduites pendant l'âge d'or de l'islam, qui effectivement fut un âge d'or à Bagdad, aucun n'était arabo-musulman. Ils étaient perses, juifs et chrétiens. Et en général assyro-chaldéens, qui parlaient la langue du Christ, l'araméen, et donc ils maîtrisaient très bien l'arabe, puisque c'est très proche de l'arabe, et ils ont pris la langue du conquérant. En fait, c'est la langue du conquérant qui a été adoptée par les peuples autochtones, qui ont traduit d'ailleurs des œuvres indiennes. Le zéro vient des Indiens, absolument pas des Arabes. Al-Kindi l'a repris. Les algorithmes, ça vient des Iraniens qui l'ont aussi pris aux Indiens. Énormément d'œuvres viennent de grandes civilisations pré-islamiques, et on attribue à l'islam et aux Arabes quelque chose qui n'est ni arabe ni musulman. Et je donne la liste de tous les grands scientifiques, aucun n'est un arabo-musulman, même Al-Kindi. Donc c'est assez intéressant, non pas de dire on ne doit rien aux Arabes ou les Arabes ne sont pas une civilisation digne de respect, pas du tout, c'est pas cela. Mais il n'est anormal de dire qu'une civilisation serait supérieure. Je veux bien
on ne fustige pas telle ou telle civilisation, c'est tout à fait noble. Mais de là à dire, comme on le dit, au centre même de l'Union européenne, c'est le cœur de l'idéologie de l'Union européenne depuis quelques années, c'est cette idée de dette envers l'Andalousie, l'Empire arabe, la science musulmane. Mais en quoi nous aurions une dette particulièrement envers eux? Les civilisations, comme les Lévi-Strauss, se sont influencées mutuellement. On doit encore plus aux Indiens et aux Chinois pour les grandes inventions qui ont permis la modernité qu'aux Arabes. On doit également aux Perses qui ont tout apporté aux Arabes. L'essentiel de ce qu'ont eu les Arabes en matière d'archéologie, de mathématiques, de sciences, de philosophie, ils le doivent aux Perses, aux Juifs, aux chrétiens araméens et aux Indiens. Donc c'est cette idée de dette, moi qui m'ennuie. Quand on est dans une dette, c'est qu'on est redevable. Et donc on est en situation de manipulation. À chaque fois que vous êtes culpabilisé ou que l'on vous rappelle une dette, c'est le début d'un processus de manipulation. C'est ce que disent de très nombreux psychologues que je cite à la fin du livre. Alors ce processus de manipulation passe par une guerre des représentations. C'est un thème qui vous est cher, que vous développez de façon précise dans cet ouvrage. Oui. Quels sont les ressorts de cette guerre de représentation? Comment se manifeste-t-il? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la DCR, par exemple? Alors la DCR, j'avais fait une allusion à la DCA, c'est discréditer, culpabiliser, retourner et ridiculiser. Pour détruire un adversaire, comme le disait Sun Tzu, le must, la meilleure stratégie est de ne pas avoir à être obligé de le détruire avec des armes. Il faut le détruire mentalement. Comment on détruit un adversaire mentalement? En retournant contre lui ses propres postulats, ses propres valeurs, en le ridiculisant également, en le culpabilisant et en le diabolisant. Si je le diabolise, je vais en faire un être absolument maléfique mais suprahumain. Ou alors, je peux le diaboliser aussi en l'animalisant. En tout cas, je vais le déshumaniser. La déshumanisation de l'autre autorise de l'éliminer. Quand je déshumanise quelqu'un en le diabolisant ou en l'animalisant, ce que font tous les totalitarismes, dans mon cerveau, je crée les dispositions tout à fait possibles pour justifier, pour déculpabiliser l'idée que cette personne est tellement monstrueuse qu'il est normal de l'éliminer. Donc la diabolisation est extrêmement dangereuse. Diaboliser l'adversaire, c'est la préparation de son massacre. Et c'est pour ça que un bon massacre, un bon génocide, une bonne guerre doit être préparé mentalement. Il faut déstabiliser l'autre, le culpabiliser pour qu'il se sente responsable, pour inhiber chez lui toute défense. C'est ce qu'on fait exactement contre l'Europe. Et si je le diabolise, c'est un salaud, eh bien c'est normal d'aller le frapper. C'est pour ça que beaucoup de gauchistes ou de gens d'extrême gauche ou des militants de cette mouvance sont très sincères, antifascistes. Ils ont une énorme capacité à être totalement déculpabilisés lorsqu'ils vont frapper des gens qu'ils considèrent comme des fachos à coups de barre de fer. Et en général, d'ailleurs, on les absout parce que on a tellement intériorisé l'idée que le type de droite ou réputé être d'extrême droite est tellement monstrueux, tandis que l'extrême gauche, lui, c'est quelqu'un de sympathique, il est pour Che Guevara, il est cool, il est pour la paix universelle. Donc quand on diabolise quelqu'un, on justifie son matraquage, voire son élimination. Vous donnez d'ailleurs cette illustration, cet auteur dont le père, qui est fermement opposé à la peine de mort, l'accepte par exception, parce qu'elle doit s'appliquer peut-être à Brasillac à l'époque, où je ne sais plus exactement qui c'était dans l'ouvrage, mais là il y avait une exception qui était possible sans doute parce que c'est pas Matazoté, mais c'était peut-être un autre exemple, mais absolument, oui. Non, mais cet auteur de gauche, voilà, par principe opposé à la peine de mort, l'admettait dans ce cas de figure parce que cette personne était déshumanisée. Absolument. Selon le même processus. Quand on diabolise l'autre et quand on le culpabilise et qu'on le diabolise totalement, ce qui est valable pour lui ne l'est pas pour moi, ou ce qui est valable pour moi n'est pas pour lui. C'est tellement horrible. L'autre est tellement horrible et monstrueux et absolument inhumain que ce que l'on peut faire contre lui est admissible, même si c'est quelque chose qui d'habitude est réprouvé dans mes valeurs face à quelqu'un de normal. Et donc c'est pour ça que l'Occident s'autorise une extrême violence face aux méchants Serbes diabolisés, nazifiés, face à d'autres. Toutes les guerres de l'Occident depuis quelques années, les guerres de l'OTAN, sont des guerres qui ont eu absolument aucune pitié pour plein de civils. Mais c'est normal, c'était des gens qui étaient des nazis, qui étaient des démons, qui étaient des totalitaires, qui étaient des barbares, qui étaient à chaque fois, pour les Serbes, c'était des gens qui faisaient des dépurations ethniques. On a même inventé au Kosovo les fameux serial nickers, excusez-moi l'expression, des Serbes extrêmement forts sexuellement qui auraient violé des millions de femmes. On entendait des choses complètement folles dans les années 90. C'était vraiment des monstres qui violaient par millions des gens. Et quand on diabolise à ce point de manière irrationnelle un peuple, tout est permis contre lui. Après, on fait accepter un bombardement où pendant 3 mois, on a détruit toutes les infrastructures, les écoles et tué plein d'innocents. Parce que c'est le processus de légitimation de la guerre, c'est la diabolisation, c'est la culpabilisation, c'est le renversement contre lui de ses propres valeurs, c'est sa destruction en fait.
fait. C'est la subversion totale. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous entendez Alexandre Delval, auteur de Le Complexe Occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan. Je vous propose, Alexandre Delval, de nous tourner vers les auditeurs qui peuvent poser leurs questions et réagir au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Alors, un auditeur nous dit, l'intervenant vient de dire que les Russes disent toujours qu'ils ont vaincu les nazis. En fait, les Russes disent qu'ils ont vaincu les fascistes qui se trouvaient en Italie et non en Allemagne. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, dans la propagande russe qu'on entend, et moi je suis pas du tout anti-russe, c'est un constat purement objectif. Quand les Russes d'aujourd'hui, je parle du gouvernement actuel, de Monsieur Poutine, qualifient ses adversaires, ils emploient depuis plusieurs jours, que ce monsieur vérifie sur Internet ou dans des journaux, ils emploient régulièrement l'expression les nazis, les fascistes, mais souvent le mot nazi revient aussi. Mais là, c'est pas très important. Il suffit de regarder la presse. Le mot nazi est employé tous les jours. Une auditrice qui dit l'expression reductio ad Hitlerum n'est pas de Léo Strauss, mais de Jules Monroe, qui a publié des conférences au club de l'Horloge. Désolé, Désintox. Non, c'est de Léo Strauss, 1953. Bien avant Jules Monroe, dans le livre Droit naturel et histoire, pour la première fois, Léo Strauss crée le concept c'était un juif allemand qui avait fui le nazisme, donc absolument pas suspect d'avoir des idées sulfureuses, et il disait de manière extrêmement noble, je suis choqué par le fait que tout le monde nazifie, fascise tout le monde lorsque il a besoin de discréditer son ennemi. Et il disait, ça va être une arme de guerre absolument terrible. C'est vrai que ce qui s'est passé était tellement horrible qu'il y a une charge émotionnelle très très intense. Et il disait, je crains que beaucoup soient tentés de systématiquement employer ces mots pour disqualifier l'adversaire. Ça va être une technique de disqualification absolument malhonnête, puisque aujourd'hui, même des gens qui sont des anciens résistants, moi tous mes maîtres étaient des anciens résistants, ils ont été traités de fascistes, gallois, griotteraient. Enfin, c'est quand même hallucinant. Quand on voit j'allais dire, excuse-moi l'expression, un petit con aujourd'hui moralisateur qui a même pas pu être résistant parce qu'il a 20 ou 30 ans, qui va traiter de facho nazi Griottret, qui était un de mes amis et qui venait souvent ici, qui était le créateur du premier réseau de résistants. Il fallait quand même être courageux au début, alors que les communistes étaient encore alliés à Hitler, d'aller résister, alors qu'on était pratiquement sûr d'être torturés et qu'on était face à tous. C'est quand même assez hallucinant de voir que la réduction d'Hitler aujourd'hui, elle est utilisée contre Israël, contre les Juifs, contre les résistants, contre des gens qui n'ont absolument, contre des gaullistes. Rappelez De Gaulle aussi. De Gaulle, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est quand même quelqu'un qui était un résistant, on peut pas lui enlever. On le traitait tout le temps de facho et de nazi. On lui rajoutait des moustaches d'Hitler. Le parti communiste dans les années 47 contre le RPF mettait toujours des portraits d'Hitler sur la photo de Gaulle. C'est complètement absurde. Et c'est ça que dénonçait Léo Strauss, parce que quand la charge émotionnelle d'un mot est très forte, elle a une action directe dans le cerveau, indépendamment de la réalité. Et c'est la force de ce que j'appelle la posture accusatoire dans mon livre. Traiter quelqu'un de quelque chose, il en restera toujours des traces, et on n'en reste pas indemne. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se justifier, ni se culpabiliser. Il faut toujours contre-attaquer par une attaque proportionnelle et disqualifier l'autre à son tour. Absolument pas justifié. Sinon l'autre est extrêmement content. D'ailleurs, je conclus, il n'y a de culpabilisateur efficace que si en face de lui, il y a un culpabilisé volontaire. Moi, ce que je propose dans ce livre, c'est qu'on dise stop ou pousse. On arrête de se culpabiliser. Stop, ça suffit. Et il suffirait que tout le monde cesse de se culpabiliser pour que les culpabilisateurs n'aient plus aucun pouvoir. La gauche perdrait 90% de son pouvoir si nous cessions de nous culpabiliser, de nous justifier. On se souvient de cet exemple qui m'avait marqué lors de la publication du livre noir sur le communisme, dirigé par Stéphane Courtois. Oui. Plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Lionel Jospin, alors Premier ministre, est apostrophé à l'Assemblée nationale et on lui dit, vous avez des ministres communistes dans votre gouvernement. Comment est-ce encore possible ? Et Jospin nous dit, j'ai des ministres communistes dans mon gouvernement et j'en suis fier. Fermez le banc. Parce que au revoir, merci. Les hommes de gauche sont formés à la manipulation. Moi, je me rappelle, j'avais un copain trotskiste quand j'étais tout jeune à Marseille, et il me disait qu'ils étaient formés ils étaient formés, mais à 18-19 ans, dans les cellules trotskistes, on leur apprenait tout ça. Ce que moi, j'ai découvert dans les années, quand j'avais la trentaine, à 18 ans, un petit militant trotskiste, il a parfaitement ingurgité tout ça. Il a appris les formules de Lénine, de Trotsky, qui vous disaient, quand un adversaire est meilleur que vous techniquement, traitez-le de vipère lubrique, faites des grimaces, insultez-le, ça va le déstabiliser. Ils ont appris ça depuis tout le temps, depuis très jeune. Donc ils ont une avance sur nous et surtout ils ne culpabilisent pas. Ils sont sûrs de leur bon droit et ils ont raison.
Moi, je veux pas les blâmer. Moi, d'ailleurs, ce que je critique dans mon livre, c'est l'Occident, c'est les chrétiens culpabilisés d'être chrétiens, c'est les Occidentaux qui ont honte d'eux-mêmes, c'est la droite qui considère que le mot droitisation est une insulte. Moi, ce qui m'amuse aujourd'hui dans les commentaires sur Buisson, il aurait droitisé. Ah bah oui, c'est quand même dans un parti de droite, c'est quand même grave d'être droitisé quand même. Hein. C'est vrai que il serait plus logique d'être gauchisé si on prend cette logique. Non mais on voit qu'on est dans l'absurdité totale. C'est ubuesque. Seule la droite est culpabilisée de se droitiser. La gauche n'est absolument pas culpabilisée de se gauchiser. Même quand elle l'est pas, je vous l'accorde. Parfois, elle n'est pas du tout en cohérence avec les valeurs de gauche. Mais en tout cas, elle assume l'idée d'être à gauche. Et donc, elle a un coup d'avance. Une auditrice, Alexandre Delval, a une question, ou fait une remarque plutôt. Quel bonheur d'entendre une parole de vérité et de liberté. Toute la Bible est un livre de combat contre les forces du mal. Le dernier passage de l'Évangile dit « Dehors les lâches, les idolâtres, les sorciers, tous ceux qui se plaisent à faire le mal. » On pourrait dire aussi les tièdes. La Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament vomissent les tièdes. C'est une formule biblique. C'est ce qu'on pourrait dire à beaucoup de curés. Et moi, je n'accuse pas les antichrétiens. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais moi, ce que j'accuse dans mon livre et dans toutes mes conférences sur la christianophobie, ce sont tous ces curés culpabilisés qui ne veulent surtout pas oser parler des victimes chrétiennes de la christianophobie meurtrière qui sévit partout dans le monde. Vous savez que quand on fait des conférences sur la christianophobie, les premiers à refuser l'organisation des conférences, c'est pas les milieux de gauche ou islamistes. Les islamistes nous ont jamais empêchés de faire des conférences. C'est les curés et les évêques qui considèrent que ça risque de exciter les communautés. Alors que moi j'ai des amis, j'ai un ami imam, l'imam de Drancy, Chalgoumi, qui a fait des conférences avec moi sur la christianophobie, mais des évêques ont refusé. Vous vous rendez compte, un imam a plus accepté de parler de christianophobie que de très nombreux évêques, la majorité des évêques de France. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Donc on a quand même du travail à faire. Pourquoi on tue des chrétiens aujourd'hui dans le monde? C'était votre dernier ouvrage paru aux éditions. Maxima, voilà. Alors il y a un autre phénomène que vous avez observé, que vous avez décortiqué dans votre ouvrage et sur lequel j'aimerais nous attardions quelques minutes, c'est le développement de la capitulation préventive. Ah oui, ça c'est très intéressant. Alexandre Delval. J'avais beaucoup travaillé avec un très très grand spécialiste de la psychologie humaine, psychologie collective, Bruno Lussato. Auteur de Virus. Auteur de Virus, un livre très intéressant que j'avais édité au CIRT, et nous avions élaboré un rapport ISD sur la désinformation, et nous parlions de syndrome de Stockholm antérograde. Le syndrome de Stockholm est connu. L'otage qui va défendre son bourreau après coup, il est traumatisé et il va même accuser les forces de police d'avoir été trop dur avec l'otage et il va défendre même la cause de l'otage. Mais ce qui se passe en Occident, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un syndrome de Stockholm par anticipation qu'on appelle avec Bruno Lussato antérograde. Je développe dans mon livre ce concept, c'est-à-dire que l'Occident est tellement culpabilisé et gagné par la peur. J'en parle dans mon livre, il y a tout un chapitre sur la peur, qu'il va défendre le bourreau avant même d'être pris en otage. C'est pas pareil que le syndrome de Stockholm, c'est l'otage qui a quand même été traumatisé. Donc on peut presque comprendre cette disposition humaine. Mais nous défendons le bourreau ou l'ennemi potentiel avant même qu'il nous ait vaincus, avant qu'il nous ait envahis et avant même qu'il nous ait pris en otage. C'est extraordinaire. L'Europe aujourd'hui se rend par anticipation, au cas où. Et c'est quelque chose de très 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 intéressant parce qu'on voit que la guerre, elle est essentiellement mentale. Nous n'avons pas été vaincus par aucune civilisation. Et même la présence d'immigrés n'est pas forcément la preuve qu'une civilisation est détruite. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent on est foutus. Absolument. On peut intégrer aussi des immigrés. Le problème, il n'est pas l'autre. Le problème, il est notre culpabilité, notre peur de notre propre ombre et notre reddition anticipée, notre syndrome de Stockholm antérograde, qui fait que nous nous rendons avant même d'avoir combattu ou avant même d'avoir essayé de trouver des solutions de type, par exemple, dans mon livre, à la fin, je parle de l'intégration. Moi, je pense que la solution, c'est l'intégration. Si on a un patriotisme, si on est déculpabilisé, si on est fier de ses valeurs, on peut intégrer beaucoup de gens. Moi-même, je n'ai pas une goutte de sang français, je suis... Et j'ai la chair de poule quand j'entends l'hymne national. On peut intégrer d'autres. Mais on intègre quelqu'un que si on est sûr de ses valeurs. Si on lui transmet la haine du passé de la France, la haine de l'Église, la haine de toute l'histoire de la monarchie française, et on nous apprend que la France a commencé à être plus ou moins fréquentable que depuis quelques années, lorsqu'elle est devenue totalement universelle et qu'elle a nié toute identité, on va pas beaucoup intégrer de monde. En gros, on va leur apprendre que notre passé est un immense festival d'horreur. Et moi, je ne peux pas en vouloir à un nouveau venu qui va cracher sur la France si on lui a appris tout le temps que la France était absolument détestable. Dans cette capitulation préventive, préventive, vous donnez beaucoup d'illustrations, vous rappelez ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001, tous les chefs d'État à se rendre dans un endroit immédiatement, c'est dans une mosquée.
pour dire que l'islam n'a rien à voir avec le 11 septembre 2001. Ce qui est Le extraordinaire. Premier ministre de Grande-Bretagne, le président américain, tous vont immédiatement dans une mosquée. Absolument. Non, mais c'est tout à fait stupéfiant. Le nombre de conversions à l'islam, comme l'a montré l'équipe même de Gilles Kepel et de Jocelyne Césari, des grands chercheurs aujourd'hui sur tout ce qui est phénomène musulman, on n'a jamais vu autant de conversions massives à l'islam que quelques semaines après le 11 septembre. Juste après le 11 septembre, des milliers d'Américains, mais plus que des milliers, il y a eu un boom de conversion chez les WASP, chez les Blacks, mais là ça fait depuis longtemps déjà. Les Noirs américains. Mais voilà, le mouvement Black Muslim, ça c'est connu. Mais ce qui était nouveau, chez des WASP, chez des Asiatiques et chez des Latino-Américains, qui en général étaient quand même très chrétiens. Les Anglo-protestants. Voilà, les WASP, c'est le bon américain d'origine anglaise ou britannique ou enfin anglo-saxonne, mais aussi chez les Latinos. Il y a eu un boom de conversion juste après le 11 septembre. Et les hommes politiques comme George Bush, aussi bien que Clinton, n'ont cessé de dire nous n'avons rien contre l'islam. Alors on commet des attentats au nom de l'islam, même si c'est pas tous les musulmans bien sûr, mais c'est quand même au nom de l'islam. Et nous on répond l'islam est modéré, pacifique, c'est une religion d'amour. Voilà. Alors que si nous avions été vraiment islamophiles, comme prétendent l'être nos dirigeants, nous aurions invité nos amis musulmans à se remettre en question. Non pas parce qu'ils sont tous coupables, il n'y a pas de responsabilité collective, mais on les aurait invités à, comme le font certains imams que je connais. L'imam Bencher, il dit « L'islamisme est le résultat d'une absence de réforme à l'intérieur du droit canonique musulman qui est resté sclérosé depuis l'an 1000, qui n'a jamais été réformé et dans lequel on trouve toutes les sources du djihad et de la violence. » Si des imams eux-mêmes reconnaissent que la source de l'islamisme radical, c'est également, pas uniquement, mais c'est également les textes de la charia et du droit islamique, on pourrait quand même faire au moins autant. Ben non, le discours de l'Occident, c'est l'islam n'a absolument pas à se remettre en question. Ce qui est extraordinaire, c'est autant l'Occident se remet en question et invite tous les Occidentaux à battre leur coulpe, autant l'Occident déculpabilise. C'est extraordinaire. Nous nous culpabilisons, mais nous ne cessons de déculpabiliser ceux qui seraient quand même peut-être tout à fait invités aujourd'hui. Ce serait de bon augure de les inviter à se remettre en question. Une auditrice nous demande de répéter le nom de l'auteur et les références du livre, ce que je fais immédiatement. Donc je reçois Alexandre Delval dans le Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun. Son dernier ouvrage, c'est Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan, TOUCAN. Alexandre Delval, donc vous êtes, ce que je disais en introduction, aussi un géopolitologue, oui. Et vous prônez clairement une géopolitique de la réconciliation entre l'Est, entre l'Ouest, entre orthodoxes, catholiques. Comment vous analysez la situation tendue en Ukraine aujourd'hui? Alors, et cet affrontement avec le conglomérat otanien? Oui. Alors, moi, je suis profondément attristé par ce phénomène que j'ai dénoncé depuis les années 90. Tout est fait depuis la chute de l'ex-Union soviétique et ça ne justifie rien. Attention, je suis pas payé par les Russes ou pour dire que Poutine a toujours raison. Mais nous avons tout fait depuis les années 90 pour exciter les Russes, pour les rendre, pour en faire une nation identitairement frustrée dans son nationalisme. On a tout fait pour raidir les Russes. Je rappellerai une seule chose. Quand Poutine arrive au pouvoir comme Premier ministre par intérim en 99, il est issu du clan des occidentalistes qui veulent se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne. Vous vous rendez compte le gâchis depuis cela? Il venait de Saint-Pétersbourg avec Anatoly Sobchak, qui était l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était le clan des pro-occidentaux. Il est devenu anti-occidental à force de guerre dans les Balkans pour renverser les amis de la Russie, en Irak pour renverser un allié de la Russie, à force d'encerclement sous le prétexte de guerre dans le Golfe. En fait, la Russie n'est quand même pas tout à fait stupide et les stratèges chinois non plus. Les Chinois et les Russes se sont réunis dans un rapprochement qui, à mon avis, est nuisible pour nous, un rapprochement euro-asiatique dans l'OCS, l'organisation de la conférence de Shanghai. Et par réaction à l'OTAN, les Chinois et les Russes se sentant encerclés par ce qui est pire que la guerre froide. Ils se sentent encore plus encerclés que lorsque il y avait un combat entre l'Occident et le communisme. Et donc ils se défendent. Et la Russie se défend peut-être pas de manière toujours très habile, mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est le résultat d'une imprudence de la diplomatie européenne et américaine qui a violé tous les accords des années 90, qui consistait à ne pas se mêler des affaires ukrainiennes et à ne pas proposer à l'entourage de la Russie une entrée dans l'OTAN, qui constitue un casus belli.
la Russie considère comme un casus belli. Il aurait fallu que nous soyons extrêmement neutres. Nous n'aurions pas dû nous mêler des querelles internes à l'Ukraine, et la Russie ne serait pas n'aurait pas envahi la Crimée et ne serait pas tentée de reprendre une partie de l'Ukraine. En gros, je ne veux pas justifier ce qui passe en Russie, mais c'est le résultat d'années d'encerclement pendant lesquelles les Russes se disent finalement, nous on a voulu faire la paix avec l'Occident après la chute du mur de Berlin. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont encerclés de plus belle. Et ils ont fait encore pire que sous la guerre froide, dans cette stratégie de ce qu'on appelle l'encerclement du Heartland. Ils ont utilisé l'islamisme radical, les Occidentaux, contre nous en Afghanistan et ailleurs, et dans les Balkans, et maintenant ils nous encerclent par toutes les voies possibles. Donc mettez-vous à la place d'un Russe. Vous savez, la puissance du Heartland, qui est prisonnière des terres, qui n'a pas beaucoup d'accès à la mer, quand elle se sent trop encerclée, elle réagit violemment. C'est toute l'histoire de la géopolitique de la Russie que montre bien le stratège américain Kagan, qui pourtant est un néoconservateur. Il dit, il faut surtout pas trop encercler les Russes, ils deviennent violents. Donc en fait, l'Occident, moi je pense, elle a fait exprès. L'Occident a tout fait pour pousser les Russes dans leur retranchement, pour continuer une diabolisation de la Russie dans une optique un jour de déstabiliser la Russie par des révolutions oranges. D'ailleurs, ce que craint beaucoup Poutine. Il craint par-dessus tout le syndrome des révolutions oranges de velours pour renverser son propre régime. L'Occident ne supporte pas la Russie qui justement incarne l'autre définition de l'Occident. La Russie aujourd'hui, elle incarne la définition orthodoxe, européenne, fière d'elle-même, non culpabilisée de l'Occident, à l'inverse du projet occidental qui est un projet de plus en plus ce que j'appelle cosmopolitiquement correct ou mondialiste. Donc comme elle incarne l'inverse du projet de cette dérive universaliste ou mondialiste de l'Occident, la Russie ne peut pas être acceptée telle qu'elle est. Elle est un reproche vivant pour l'ensemble du corpus atlantiste qui ne vit que par la promotion d'une idée qui est celle du village mondial. La Russie est l'antithèse de cela, puisque la Russie veut un monde multipolaire où justement on n'impose pas des valeurs universelles à tout le monde. Chacun, le Confucéen en Chine ou à Singapour, le Malaisien avec la doctrine de Mahathir, les Japonais avec le shintoïsme, l'idée du monde multipolaire, c'est que chacun a son modèle de civilisation. On est globalisé, on commerce ensemble, mais on a notre modèle de valeurs. Et la Russie, elle dit, nous n'avons pas à imposer ces valeurs de l'Occident à tout le monde. Et donc, il fallait bien un prétexte pour les diaboliser, puisque, rappelez-vous, la guerre passe par le mental. Diaboliser les Russes permet de préparer un jour le renversement du pouvoir en Russie. Le problème, c'est que la Russie a 10 000 têtes nucléaires et elle n'est pas culpabilisée et elle a à sa tête des gens qui sont extrêmement fermes dans leur position. On risque d'avoir des conséquences, à mon avis, extrêmement négatives pour la paix. Et pour la première fois, je peux dire que la paix n'est pas imposée. La guerre peut revenir en Europe. Ce que font les Occidentaux est extrêmement dangereux. Ils jouent avec le feu. Alexandre Delval, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir il y a quelques jours, Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation aux éditions du Tocan. J'informe aussi les étudiants, jeunes actifs qui nous écoutent et qui veulent se former, qui peuvent vous retrouver lors de la prochaine session de formation de l'Institut de formation politique qui aura lieu les 4, 5, 6 avril. Vous donnez justement une intervention sur la guerre des représentations, vous décortiquez tous ces mécanismes. La guerre mentale. Voilà, de guerre mentale. Pour s'inscrire à l'Institut de formation politique, vous pouvez les appeler au 09 51 64 30 25 09 51 64 30 25. C'est destination donc des lycéens, étudiants, jeunes actifs. C'est 45 € le week-end. C'est à Paris. Les provinciaux peuvent être logés donc du vendredi soir au dimanche en fin de journée avec une alternance entre formation de fond et formation pratique. Et je voulais juste te dire que nous parlerons du complexe occidental le 7 avril au François Copé avec monsieur Paoli qui a également écrit beaucoup sur ce thème. Nous avions reçu sur son ouvrage sur l'antiracisme, l'idéologie antiraciste aux éditions Bourrin, éditeur. Alexandre Delval, merci. Merci à vous. À très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie.